Bonjour mes amis, bienvenue à cette émission Appel de l'Aurore. Vous me reconnaissez, mon nom est Marie-Josée Roux. Vous allez reconnaître aussi mon invitée cette semaine, c'est Madame Fabienne Ascherman. Bonjour Fabienne, je dis que les gens te reconnaissent parce que tu es une habituée de la télé communautaire. Oui, tu es une animatrice pour une autre émission. Alors, bienvenue. Merci Marie-Josée. On s'est parlé, on voulait développer un thème qui nous est cher à toutes les deux, je pense, le deuil. Oui. Beaucoup de gens, pour toutes sortes de situations, je dirais tout le monde, un jour ou l'autre dans sa vie, sera confronté à une douleur suite à la perte d'un être cher. Il y a toutes sortes de théories, il y a beaucoup on s'est étonnés d'ailleurs toutes les deux de tout ce qu'on pourrait dire là-dessus. Toi, qu'est-ce qui t'a amené à réfléchir sur le deuil? Ça a commencé déjà avant que je sois en formation en soins infirmiers, en fait. Je travaillais adolescente dans un établissement dans mon pays d'origine, en Suisse, pendant les vacances, les fins de semaine, dans un établissement pour personnes âgées. Et puis c'est là que j'ai été confrontée aux premières personnes qui décédaient, puisque c'était leur dernière demeure terrestre. Mm-hmm. Donc j'ai constaté ça, puis j'ai trouvé que de la façon que ça arrivait, les personnes étaient bien accompagnées et j'ai apprivoisé la mort comme ça finalement. J'avais 14 ans, 15 ans et j'ai trouvé qu'il y avait rien d'effrayant dans ce qui se passait parce que le contexte se prêtait bien. On sentait pas de stress, on sentait pas de crainte particulière. Le personnel était quand même assez vigilant. Puis après ça, évidemment, pendant ma pratique, quand j'ai travaillé comme infirmière, les fins de vie, l'accompagnement des familles aussi, qui tout d'un coup se retrouvent avec un parent hospitalisé, la situation se dégrade rapidement. Donc, il y a une urgence qui arrive, un état de sidération aussi, et d'accompagner un peu les familles une fois que le décès est arrivé. C'est sûr qu'après, il y a le corps, on lève le corps, évidemment, le corps est déplacé. Mais la famille peut rester là quelques heures et on essaie d'être avec eux autant que se peut dans ce moment qui peut être assez sidérant parce que même si on s'attend au décès de quelqu'un, même si ça fait longtemps que la personne était malade, au moment où survient le décès, il y a un avant et un après. C'est un moment tangible, important, tellement important qu'on dit que certains malades attendent, retardent, repoussent. Tu as vécu ça? Par rapport au décès, par leur propre décès? Oui. Des gens attendent l'arrivée d'un autre. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la fin de vie. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la fin de vie. Elle est inhérente à la personne qui est en fin de vie et elle est inhérente à ses proches aussi. À tout son entourage. Je me souviens d'un homme qui était pour mon arrière-grand-père. Il a été très âgé. Il semblait assez serein avec l'idée d'arriver au bout de son chemin, mais il y avait beaucoup de résistance dans sa famille, ne serait-ce que d'accepter qu'il puisse mourir. Et j'ai eu le sentiment à un moment donné que cet homme-là retardait pour ne pas confronter ses proches. Quand même. Et on peut être aussi retenu de mourir finalement de la même façon que quelqu'un peut décider de mourir alors qu'il n'y a personne auprès du lit. On voit ça aussi. On voit toutes sortes de scénarios. Oui. Est-ce qu'on peut dire qu'on peut être prêt pour ce moment? D'après tout ce que tu as vécu, toutes les personnes que tu as accompagnées, est-ce qu'on est vraiment prêt à mourir? Parler de la mort, c'est très facile. Parler de sa mort, c'est un peu plus confrontant. Oui. Je ne sais pas si on est prêt à mourir. On le saura quand ça arrivera. C'est vrai. On n'a pas tellement de contrôle là-dessus. Mais pour faire un lien avec le deuil, je réfléchissais beaucoup par rapport à cette notion parce que on associe le deuil suite à la perte d'une personne qu'on a aimée, un proche. Suite à la mort. Oui, suite à la mort. Mais on vit plein de deuils dans notre vie. On discutait auparavant de, on peut perdre un emploi, on peut perdre la santé. Donc, il peut y avoir des événements où il y a vraiment une perte, il y a un changement. Le deuil, il est couplé à une perte, il est couplé à un changement, il est couplé à une crise. Quand on peut dire qu'il y avait un avant et un après, on peut soupçonner qu'il y a un deuil qu'à présent. Parfois, le deuil, il passe un peu sous le radar parce que on vit des changements heureux.
un mariage, on peut vivre une naissance, mais il y a un avant et un après quand même. Il y a avant l'enfant, puis après l'enfant. Fait que si on a été parents, on comprend qu'une fois que l'enfant est là, on doit composer puis créer une nouvelle vie pratiquement autour de C'est cet fini le être-là. petit couple romantique, oui. qui n'est pas dérangé, qui dort bien la nuit. T'as raison, il y a un avant, il y a un après. Oui, il y a un avant, il y a un après. Je pense que c'est intéressant de les reconnaître parce que parfois on vit des deuils puis on le sait pas. C'est pour ça que je trouve que c'est important de parler de perte, de changement, parce que quand on dit, voyons, il me semble que ces temps, je file maussade ou j'ai de la tristesse, il y a quelque chose qui m'éprouve intérieurement puis qu'on n'arrive pas à mettre de mots. Mais si on réalise que on a quitté notre vieil appartement puis qu'on a acheté une maison vers cet événement-là qui est heureux, mais on a vécu tellement de belles choses dans notre appartement. C'est ça. On était étudiants, on a travaillé, on a eu des fêtes avec des amis, qu'importe tout ce qui a pu arriver d'heureux, mais il y a un avant, il y a un après. On laisse quelque chose. Quand on laisse quelque chose derrière nous pour aller vers quelque chose, c'est pas parce que c'est heureux que ça nous évite un deuil. Il y a des deuils qui passent sous le radar parce que finalement, ça se passe très bien. Je me souviens dans un groupe au sujet du deuil, c'était les 3 rencontres thématiques en groupe fermé. Les gens venaient vraiment pour ces 3 rencontres, on parlait du deuil. Puis il y avait des thématiques pour chaque rencontre. Et puis, à un moment donné, je donnais l'exemple de la retraite. Puis j'avais célébré un départ à la retraite, une personne qui souhaitait marquer le temps, c'est-à-dire la fin de son travail et le début de sa vie de retraité. On avait élaboré là-dessus, puis je raconte que la retraite, c'est un deuil aussi, parce qu'on passe quand même une grande partie de notre temps à travailler. Puis quand on arrive là, il y a même des gens qui craignent d'arriver à la retraite, puis le mot retraite, c'est assez... Il y en a qui dépriment, il y en a qui angoissent, il y en a qui se cherchent, oui, exactement, qui sont perdus, qui doivent se réinventer, puis se dire qu'est-ce que je vais faire de tout ce temps-là. Alors, je nommais cet exemple-là pour parler de deuil, puis il y a une dame qui s'est écriée, en tout cas, moi, j'ai eu aucun problème quand je suis arrivée à la retraite, tellement j'étais heureuse. Oh! Donc là, on peut dire que si elle a vécu peut-être quelques pincements, parce que bon, on quitte des collègues éventuellement, avec qui on s'entendait bien, si on était employé, mais dans son cas-là, s'il y a eu un deuil, il est passé sous le radar, parce qu'elle s'est pas enfargée dedans, en tout cas. Elle attendait. Oui. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a parfois des deuils qui s'étirent, qui s'éternisent, parce que justement, peut-être qu'ils passent inaperçus, parce qu'aussi peut-être qu'on n'a pas pris le poids de la perte, ou on le prend par la suite, je dirais, plus tard. Ça se manifeste comment? Il peut y avoir des deuils qui s'éternisent parce qu'il peut y avoir une problématique en lien avec ce chemin de deuil-là. Des choses sur lesquelles on ne peut pas avancer, des émotions qu'on n'arrive pas à exprimer ou des obstacles que la personne porte en elle. Dans ce cas-là, ça prend un accompagnement un peu plus spécifique. On admet aujourd'hui, dans les dernières formations que j'ai reçues à ce sujet avec l'Université de Montréal, on admet qu'on peut penser à 1-2 ans de deuil suite à la perte d'une personne proche, donc dans notre entourage, par exemple. Ça me semble assez raisonnable. Ça peut être plus rapide, ça peut être plus long. C'est toujours un peu délicat de parler de ça parce que c'est unique. Oui, comme t'es unique, je suis unique. On peut pas dire, oh mon Dieu, il était plus rapide. On n'est pas dans une performance, on n'est pas en train de chercher à gagner quelque chose. Donc, il y a cet aspect qui peut être un peu plus pathologique, mais ce que j'observe aussi des fois, c'est on peut mélanger la notion de deuil avec le manque. Pour moi, c'est pas pareil. Quelqu'un qui vit un deuil, il vit son chemin de deuil, mettons, on va reprendre cette idée que ça prend 2 ans, mais 10 ans plus tard, va croiser quelqu'un, puis il va dire, ah, c'est fou, comment, je pense que je suis encore en deuil, mon conjoint me manque. Mais c'est le manque qui fait ça. Parce qu'on se rappelle, nos proches, ils décèdent, mais on les oublie pas. Il y a des personnes endeuillées qui ont peur d'oublier. Ils pensent que le chemin de deuil, c'est oublier. Non. C'est apprendre à vivre sans la présence physique de la personne. Les liens, on peut les perpétuer. C'est la façon que ça va se vivre qui est différente. Par des rituels, oui, absolument. Par toutes sortes de gestes, je me souviens, mon père disait souvent à la fin de sa vie un slogan, que la vie est belle. Et puis, à chaque fois
que j'entends « la vie est belle, la vie est belle », papa revient. C'est ça. Et ça n'empêche pas qu'on puisse avoir un petit pincement au cœur parce qu'on se dit « c'était tellement le fun quand il était là ». Mais il est peut-être décédé il y a 20 ans, puis ça nous ramène là, puis on a comme « mais c'est pas parce que notre deuil n'est pas complété, c'est parce qu'il y a un manque ou il y a comme quelque chose qu'il y a encore un lien. Comme c'était plaisant, et le lien existe toujours. Il y a la relation. Oui, exactement. Ce qu'on retient et ce qu'on nourrit par la suite. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui arrive souvent avec le deuil? La plupart du temps, on entend « j'aurais donc dû, j'aurais voulu, j'aurais aimé ». Est-ce que ça peut être l'espèce de culpabilité? J'entendais même un conférencier qui disait à un moment donné la culpabilité suit souvent le corbillard. J'aurais dû savoir, j'aurais dû voir, j'aurais dû m'impliquer, j'aurais dû lui dire, j'aurais dû lui pardonner, j'aurais dû lui écrire, revenir plus souvent. Qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces culpabilités, ces regrets? C'est vrai que la culpabilité peut être présente sur ce fameux chemin de deuil, comme la honte. On peut avoir fait des choses ou dit des choses qui nous mettent dans un état de honte, par exemple. Ce sont des sentiments qu'on n'aime pas tellement éprouver, mais qui sont réels et qui peuvent effectivement rendre notre chemin un peu plus ardu, disons. Ce qui est fait, ce qui est dit. Ce qui n'a pas été dit ne sera jamais dit aussi, parce qu'il y a ça aussi. Oui, absolument. Les non-dits font partie, effectivement. Il y a de la retenue. Ça dépend des dynamiques familiales, des choses qui n'ont pas été nommées. Il y a toutes sortes d'événements. La mort, elle vient réactiver aussi des blessures. Elle vient réactiver des situations qui ont été douloureuses, mais qui n'ont pas été énoncées clairement. Ça peut nous projeter dans notre enfance aussi, des fois, si c'est en lien avec un parent, par exemple. Donc, oui, moi, je pense quand même... Je sais pas si la vie est aussi belle ou la vie est belle, comme disait ton papa, mais je pense qu'elle est assez... Elle nous permet la réparation quand même après le décès. C'est-à-dire qu'on peut poser des gestes, même si on n'a pas dit quelque chose, on peut le dire quand même. On peut s'adresser à la personne défunte et on peut nommer ce qu'on a à dire, on peut l'écrire, on peut poser des gestes de cette nature-là qui peuvent nous aider. Puis se pardonner à soi aussi de ce qu'on aurait peut-être voulu dire puis qu'on n'a pas dit. Faut être doux avec soi-même. On est des humains. On compose avec qui on est. Il y a des périodes où on va bien, des périodes où on va mal. Et des fois, il y a des choses qu'on a dit puis on n'a pas mesuré l'ampleur de ce que ça a pu, de la façon que ça a été reçu, ou des choses qu'on aurait voulu dire, on s'est abstenu parce qu'on trouvait que le moment n'était pas approprié. Le manque de courage aussi, des fois, on se dit, ouh là là, si je m'amène sur ce terrain, est-ce que ça va être mal reçu? La peur nous immobilise beaucoup dans la vie. Si on est des fois capable de prendre notre courage pour nommer les choses sans attaquer l'autre, mais de nommer quelque chose en disant j'ai vraiment besoin de te le partager. Puis des fois, ça peut amener une lumière sur des situations. On n'avait pas notre 360 degrés de la situation et il peut se révéler des choses où on se dit ah mais j'ignorais cette information-là, mais la personne n'a jamais songé que c'était pertinent de le dire. Fait que des fois, c'est d'oser poser certains gestes ou poser certaines questions. Quand il y a de la maladie, ça exacerbe aussi tout ça. On se demande où on s'en va à la perte de repères. Ça, c'est compliqué pour tout le monde. Est-ce qu'il est plus facile, selon ce que tu as vécu, ce que tu as vu, de survivre à un décès subi ou à une agonie lente? Est-ce que le deuil est plus facile quand la personne qu'on perd disparaît du jour au lendemain? Dans un accident de voiture, par exemple, ou dans n'importe quelle circonstance où la personne était très en santé, très épanouie, ou suite à une longue maladie où on a vu la santé dégénérer, et puis que là, on dit, ça arrive souvent qu'on entend ça d'ailleurs dans les salons funéraires, c'est une délivrance pour la personne, c'était tellement souffrant, douloureux. Oui. Il y a plein de questions dans ta question. Les décès soudains, c'est pas ma norme en accompagnement au deuil, ni dans ce que j'ai vu dans différentes pratiques. C'est pas les situations auxquelles j'étais le plus confrontée.
nécessairement. Spontanément, j'ai envie de dire que l'état de sidération, quand on est confronté à un décès soudain ou tragique, c'est qu'il y a un état de sidération qui est extrêmement présent et qui peut probablement durer extrêmement longtemps. Parce qu'il faut assimiler ça. Quand on parle de maladie, des fois, c'est une question de semaines, de mois, voire d'années. Hein. On retrouve ça aussi. Des personnes qui ont été proches aidantes pendant des années vont se retrouver là. J'ai envie de dire que le deuil, c'est le deuil. C'est ainsi, et on peut élaborer sur ce sujet-là, le deuil. Maintenant, de la façon que ça va être vécu, de la façon qu'on va vivre de la culpabilité, qu'on va vivre de la tristesse, une très grande fatigue ou un épuisement, où on va être dysfonctionnel, où on va avoir des bouts qui nous manquent, la mémoire qui est pas au rendez-vous, le cerveau dans le brouillard. Il y a toutes ces manifestations qui peuvent se manifester dépendant de la façon que les choses sont arrivées. Puis ça, c'est le deuil, c'est une chose. Le fait que on reçoit une nouvelle ou le décès d'une personne, que ce soit soudain ou même à la fin d'une longue maladie, ça reste un passage, c'est un moment marquant de notre vie. C'est pour ça que je dis, je pense pas qu'il y a grand matière à discuter sur le deuil en tant que tel, parce que le deuil, il est ce qu'il est. C'est la façon que les choses arrivent, les causes, ce qui crée notre deuil. C'est ça qui est unique et qui est variable d'une personne à une autre. Il y a des personnes qui, après une longue maladie, vont se relever assez vite d'un proche qui était longuement malade, puis ils vont être capables de passer rapidement. Ça, je l'ai vu en groupe de parole. Des personnes qui viennent puis qui disent « je me rends compte que j'ai fait mon bout. » Puis j'ai été vraiment, j'ai accompagné mon conjoint, ma conjointe. Maintenant, oui, elle est délivrée. Puis ça veut pas dire que si la personne est délivrée de ses souffrances, par exemple, ou de la maladie qui était, mettons, dégénérative, ça veut pas dire qu'on n'éprouve pas de tristesse. Ça peut arriver. Ça aussi, ça fait partie des choses, je trouve, qui sont importantes à nommer. On peut dire, je suis soulagée et je suis triste aussi. Parce que le décès, il amène ça. On a bien beau dire que la maladie nous prépare, puis ça, c'est ce qu'on peut appeler un deuil par anticipation, la maladie dégénérative. Une maladie, ça, on s'en va vers du palliatif ou du cognitif, les pertes au niveau de la cognition. Donc, il y a on peut se préparer à ça, mais quand on arrive au moment où le deuil survient, c'est inéluctable. On peut plus revenir en arrière. Même si l'approche aidance, par exemple, a été particulièrement lourde les derniers temps, parce que ça demandait beaucoup de présence, une organisation, un réseau, ou pas, parce que pas tout le monde est privilégié par rapport à ça. Donc, il y a vraiment... Pour moi, le deuil, il est ce qu'il est, et les situations amènent un traitement unique par rapport à un accompagnement qui est unique. Et on peut voir à ce moment-là, puis la résilience des gens aussi, c'est très, très personnel, la façon qu'on rebondit dans la vie aussi sur les événements. Il y a des gens qui nous étonnent par leur résilience. Il y a des gens qui ont vécu des drames dans leur vie, puis on se dit, mon Dieu, c'est pas écrit dans sa face qu'il a vécu une guerre dans un pays étranger ou que sais-je. Puis on trouve qu'ils ont une capacité ou une façon, une posture face à la vie qui est étonnante. Et puis pour d'autres, ça peut être plus ardu. Ou... On est qui on est dans notre deuil aussi, pas seulement dans notre vie. On parle du deuil de la perte d'un enfant. Oui. En général, c'est douloureux. Oui. C'est le deuil le plus douloureux, disons, en général. Puis quand c'est par un acte de violence, ça doit être encore... Il y a des situations qui sont plus difficiles. Extrêmement violentes, oui. Comment on se fait... Comment on guérit d'une perte comme celle-là? Est-ce qu'il y a des étapes, des moyens? Tu proposes comme infirmière des ateliers où plusieurs personnes en deuil peuvent s'ouvrir. Comment ça fonctionne? En fait, je ne pratique plus comme infirmière, donc c'est pas à titre d'infirmière que je suis en groupe de parole, c'est plus par rapport aux connaissances et à l'expertise que j'ai développée avec le temps. Et le sujet m'intéresse. Tout ce qui touche à la mort et le deuil m'intéresse. J'aime me former de façon continue là-dessus parce que je trouve qu'on a beaucoup à apprendre et à partager pour être habile aussi en animation. Quand on délivre une parole, il y a un espace pour ça, mais notre travail aussi comme accompagnante ou en groupe de parole, c'est de normaliser les choses. Une personne qui a l'impression qu'elle est toute seule à vivre ça, puis qu'on lui dit « ce que tu vis, c'est normal, voici pourquoi », la personne, elle repart plus allégée et plus apaisée quand d'un groupe de parole. C'est le but d'un groupe et d'un rassemblement. Tu parles de la perte d'enfants. En deuil périnatal, c'est un sujet qui est tellement tabou. Moi, je me suis impliquée là-dedans. Tabou? Personne? Complètement. Personne ne veut en parler.
On veut pas croiser une maman qui vient de perdre son bébé. On veut pas. C'est trop difficile. Ça vient nous chercher beaucoup. Puis on fait de la projection. Si c'était mon enfant, si c'était l'enfant que j'attends, si c'était un de mes fils, une de mes filles. Et puis même, je dirais, il y a le deuil périnatal. Mais récemment, je célébrais une cérémonie funéraire donc dans un contexte laïque. Et puis j'ai nommé en début de cérémonie, la personne qui est décédée était proche de la soixantaine. Mais j'ai pas pu m'empêcher de m'adresser à ses parents qui étaient dans l'assemblée pour dire j'ai une pensée particulière pour les parents de la défunte parce qu'ils perdaient leur fille. Ah oui. On pense très peu à ça. On n'y pense pas, mais c'est parce que c'est pas dans l'ordre des choses. On va parler du deuil périnatal qui est spécifique. On s'entend, on parle d'un bébé, d'une grossesse, qu'importe, des événements qui sont arrivés. Mais c'est vrai que socialement, il y a une inacceptabilité de perdre un enfant, qu'un enfant décède avant que nous soyons décédés. L'ordre des choses ferait en sorte que c'est très générationnel. Alors, les plus vieux, les moins vieux, mais pas un jeune ou pas si j'ai 85 ans que je perds un fils de 59 ans. Il y a quelque chose qui vient heurter notre logique. Oui. Il n'y a rien de logique avec la mort de toute façon. Non, il n'y a rien de logique, effectivement. Puis c'est ça, le deuil périnatal. C'est un sujet qui m'a beaucoup interpellée à l'époque, là, quand je siégeais sur un comité pour qu'un groupe de soutien existe pour le deuil périnatal, qui était à l'époque Parents Ressources, c'est actuellement la Maison des familles. C'était... j'ai comme une affinité avec les sujets tabous, moi. On dirait, j'ai toujours envie de parler de choses que personne n'a envie de parler. Mais je dis ça en riant, mais pas tant, parce que quand on ose dire quelque chose, que ce soit dans un groupe ou dans une conversation, je m'étonne, surtout autour de la mort, je m'étonne l'effet que ça a dans la libération de la parole du groupe en général. Ça prend quelqu'un qui le déclenche. Quand je donne une conférence sur la mort, qu'importe, là, il faut qu'on statue quelle langue de traitement parce que le sujet est extrêmement vaste, mais quand j'amène des exemples ou bien que j'aborde un point en particulier, puis que la conférence, alors il y a toujours des échanges, on peut avoir des questions, mais quand la conférence se termine, je pars jamais dans la demi-heure parce que tout le monde a quelque chose à dire. Donc, on a un travail de délivrance de la parole, je pense, à faire. Puis pour le faire, si on est confortable d'en parler, parlons-en. Et puis, ça permet de libérer la parole dans le groupe. Un groupe aussi, dans tout ce qui est groupe de parole, il y a toujours, même en conférence causerie aussi, je me souviens des situations, ça prend toujours un courageux, une courageuse qui prend la parole en premier. Puis c'est la personne qui casse la glace. Puis il y en a des fois qui y vont franchement en disant « Moi, je suis là pour ça, donc voici où j'en suis. Puis aujourd'hui, mettons, j'ai des regrets, j'ai des remords par rapport à telle situation. » Puis on rentre dans le vif du sujet. Et à chaque fois, je remercie cette personne-là en disant que ça a été la personne courageuse qui a cassé la glace. L'élément déclencheur qui a permis à tous les autres de pouvoir être à l'aise. D'entrer dans cette brèche-là, dans cette grande brèche qui s'ouvre à eux et qui leur permet d'embarquer. Tu parles de la parole. Une des réactions qui peut être le plus difficile, c'est d'être capable de nommer les émotions à la suite d'un deuil. Oui. Puis d'avoir des gens qui reçoivent. Oui. J'ai l'impression parfois que le simple fait d'écouter les gens qui racontent toujours la même histoire parce que c'est l'histoire de la mort de quelqu'un ou du deuil, c'est déjà consolateur, non? Vraiment. Et c'est un grand défi de nos jours. Dans ces ateliers thématiques, j'aborde ce point-là dans la dernière rencontre où ma réflexion, c'était qu'est-ce que je peux faire comme personne en deuil, puis le deuil en général, que ce soit des pertes que je vis dans la vie, que ce soit suite à un décès, qu'est-ce que je peux faire pour mieux m'accompagner et être accompagnée. Puis un des points, c'est de trouver notre grande oreille écoutante. Et c'est un gros sujet, ça, on s'arrête longtemps là-dessus. Pourquoi? Parce que les gens vont nommer assez facilement et assez rapidement qu'ils vont se faire rapidement consoler ou se faire donner des conseils en disant « ça va bien aller ». La phrase « ça va bien aller », ça donne aucun espace finalement. Et puis même en groupe de parole, c'est dans la façon dont je place mon cadre en début de rencontre,
Ça étonne bien souvent, et c'est pour ça qu'il faut que je l'explique un peu. Je demande aux gens de ne pas consoler la personne qui prend la parole et qui traverse et par laquelle une émotion se manifeste. Donc, de ne pas toucher la personne, de ne pas intervenir, de ne pas chercher à la consoler, mais de la laisser exprimer ce qu'elle a exprimé, même dans le silence, même si une émotion la traverse. Parce que le malaise, il appartient au témoin, il appartient pas à la personne qui l'exprime. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a énormément de difficultés avec ça. On va facilement dire à quelqu'un qui pleure, pleure pas. Mm-hmm. Ça me dérange. C'est malaisant pour la personne. Ça la fait vivre un malaise et elle aimerait que la personne qu'elle aime, son ami ou qu'un membre de la famille qui exprime une difficulté, par exemple, je sais pas moi, la maman qui a perdu son conjoint, ses enfants cherchent à la consoler, oui. Mais elle n'a pas d'espace pour s'exprimer. Mais peut-être que c'est pas nécessairement, moi je le dis souvent, des fois on reste un peu fixé sur qui devrait être notre bonne oreille écoutante. Mais ça se peut que ce soit quelqu'un qui soit en dehors de notre réseau proche, parce qu'il n'y a pas cette implication émotionnelle-là aussi. C'est parfois plus facile. C'est plus facile. Mm-hmm. Et la bonne oreille écoutante, j'aime bien utiliser cette image de dire, bon, déjà de un, soyez clair dans votre intention. Nommez ce que vous attendez, quel est votre besoin. Si vous dites, j'aimerais ça qu'on aille boire un café, puis que vous dites rien d'autre, c'est pas assez clair. Mais dire, est-ce qu'on peut se rencontrer? J'aurais besoin que tu me tends une chaudière, là, symbolique, pour que je puisse exprimer toute ma colère que je vis présentement. Et puis, une fois que j'ai dit tout ce que j'ai dit, je te demanderai de la disposer symboliquement, puis après ça, on va pouvoir jaser un petit peu. Alors, toi, tu proposes des gestes concrets. Oui. Ça permet l'avant et l'après? Ça facilite le passage. Il y en a qui vont dire le pas sage. Oui. C'est un pas après un autre. C'est nous qui créons notre chemin. Le chemin n'est pas devant nous. On pose un pas, puis un autre pas, c'est notre chemin qui se crée. Fait que d'être accompagné, c'est ça. Il y a des personnes qui vont être talentueuses, puis je trouve ça très beau. Il y en a qui le reconnaissent très bien, qui disent, moi, mon talent, c'est cuisiner. Tu me demandes de t'apporter à manger, je vais le faire. Mais t'écouter puis me parler, ça marchera pas, ça vient trop me chercher, ou la situation m'ébranle, que moi-même, j'ai besoin d'être supportée, que c'est trop difficile. Fabienne, tu vas être triste. C'est déjà la fin. Il y eut un avant, il y aura un après. Oui. On se dit à la semaine prochaine. Au revoir. Merci à toi.